Bonjour à tous. Ça devait arriver, vous vous en doutiez, les juristes sont sur le coup. Alors, je vais quand même essayer de vous expliquer en quoi ce n'est pas aussi tragique que ça. Je vais essayer de faire quelque chose de simple. C'est un effort de vulgarisation. Pour les juristes, ce n'est pas toujours évident. Donc, en quelques mots, le cloud et les contrats. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui, le cloud computing, dans les cases qu'on connaît dans les entreprises, dans la vie des affaires, qui sont celles des contrats? Sur le plan de la réglementation, est-ce que ça a un impact? Ou plutôt, comment est-ce que le cadre réglementaire dans les différents États peut impacter le cloud computing? Et puis un sujet qui est moins souvent abordé, les aspects judiciaires. Est-ce que quand on va devant les tribunaux et qu'on parle de projets de cloud computing, est-ce que ça va fonctionner de la même manière? C'est pas évident. Alors, les sociétés qui viennent voir des avocats leur disent: mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un contrat de cloud computing? Un contrat, on a envie de répondre, un contrat c'est un contrat, il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. Et on répond même en général dans ces cas-là, vous et nous, on est un peu les monsieur Jourdain du cloud computing. Ça fait des années qu'on fait des contrats qui pourraient parfaitement être transposés au cloud computing, simplement on n'appelait pas ça comme ça. Alors, c'est mon premier thème. Je pense qu'on est en face d'une évolution pour les juristes et non pas d'une révolution. Je m'explique. Ça fait des années qu'on sait faire des contrats d'outsourcing. Un contrat d'outsourcing, on sort une part de l'activité d'une entreprise et on la confie à un prestataire tiers. De ce point de vue-là, on n'est pas très éloigné d'une logique de contrat de cloud computing. Ça fait des années, en matière de licence, qu'on connaît les contrats de type ASP, Application Service Provider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un éditeur rend de manière distante une prestation de service qui consiste en réalité à faire tourner une application qu'il héberge. De ce point de vue-là non plus, on n'est pas très éloigné de ce qu'on appelle, dans le vocable cloud computing, les contrats de SaaS, Software as a Service. Alors il y a quand même quelques petites spécificités. La première d'entre elles, je reprends mon exemple de contrat d'outsourcing tout à l'heure. Bon, il y a une règle de droit social, qui dit que les salariés doivent suivre l'activité de l'entreprise. Donc les juristes se rappelleront, ça c'est l'article 1224 du Code du travail, mais surtout il était plus connu sous son ancienne appellation, c'est le fameux L122.12. Alors vous voyez où je veux en venir. Évidemment, quand on externalise une partie de son système d'information et qu'on les envoie dans le nuage, je ne sais pas où on envoie les salariés. Donc ça, ce sera effectivement une des questions à se poser pour les juristes, pour les DRH dans les entreprises. De la même manière, les licences, bon, il y a beaucoup de business models d'éditeurs qui donnent des licences, de vendors, comme disent les Anglais, qui reposent sur un comptage par poste, un comptage par serveur, etc. Et comment est-ce qu'on contrôle ce type de business model? Les éditeurs prévoient des clauses d'audit. Donc ils vont chez leurs clients vérifier qu'il y a bien X licences installées sur Y poste. Faute de quoi, ça donne des régularisations. Là aussi, c'est pas facile d'imaginer comment ce type de modèle économique décliné sur le plan juridique sera compatible avec des modèles de type SaaS. Donc c'est vrai qu'il y aura quelques adaptations à faire. Mais si on devait revenir à un point cardinal, un contrat de cloud computing, fondamentalement, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années, j'allais dire même des siècles, c'est un contrat de service, purement et simplement. Un contrat de service, ça implique plusieurs conséquences pour les juristes et au-delà. La première chose, ça veut dire qu'on n'a aucun régime supplétif, donc qui s'applique par défaut. La vente, si vous n'écrivez rien, si moi je vends quelque chose à quelqu'un et que je n'écris rien dans le contrat, il y a à peu près 50 pages du Code civil qui vont s'appliquer, il y aura la garantie des vices cachés, il y aura tout un régime qui s'appliquera par défaut. Là, en matière de service, il n'y a pas de garantie. Donc la conséquence qu'il faut en tirer, c'est que quand on entre dans ce type de contrat, il vaut mieux être certain qu'on a écrit tout ce qu'on souhaitait voir figurer dans le contrat. De ce point de vue-là, c'est ce thème-là, tout doit être écrit dans le contrat. Je dirais, moi, pour synthétiser, parce que j'ai peu de temps, l'approche contractuelle du cloud, qu'on est dans un modèle où ça va devenir, pour les entreprises, à la fois plus simple et plus dangereux. C'est plus simple parce que, au lieu d'avoir un donneur de licence, un tiers mainteneur, un infogérant, que sais-je, des techniciens en assistance technique, etc., qui interviennent sur votre système d'information, tout ça, ça va être un interlocuteur contractuel unique. Donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus simple.
On évite les situations où l'intégrateur renvoie la balle à l'hébergeur, qui renvoie la balle au mainteneur, etc. Mais c'est aussi plus dangereux, puisque vous perdez, ça je pense que je ne suis pas le premier à vous le dire, vous perdez la maîtrise de votre système d'information, ça n'est plus dans le cénacle de l'entreprise, et donc il y a un certain nombre de précautions, à mon avis, d'abord techniques, mais aussi juridiques à prendre en matière de garantie, en matière de ce qu'on appelle SLA, ce que les juristes appellent et les opérationnels appellent les SLA, les engagements de niveau de service, en matière d'engagement du prestataire sur l'intégrité des données et sur leur restitution. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut essayer de garder les choses simples. Un contrat de cloud, ça s'apparente plus ou moins au marché que vous passez quand vous confiez votre voiture à un garagiste. C'est quoi l'essence de ce contrat avec le garagiste, même si vous ne signez rien? Il doit vous restituer votre véhicule à une date convenue. Ça, c'est ce que les juristes appellent une obligation de restitution. Le cloud, c'est pareil. Quand le contrat cloud s'arrête, il y a bien une réversibilité, les données reviennent dans l'entreprise, les données ou les applications d'ailleurs. Et dans l'intervalle, le garagiste, il vous doit une chose, il vous doit l'intégrité du véhicule. C'est-à-dire que si vous lui confiez une voiture pour faire réparer les phares et que vous revenez avec la carrosserie complètement lacérée, vous n'allez pas être très content. C'est à peu près la même logique ici. Un prestataire de cloud, il vous doit bien sûr in fine la restitution des données, mais dans l'intervalle, tant qu'il en a la garde c'est quelque chose qui est défini en droit civil, il doit en assurer l'intégrité. Alors, deuxième sujet, les impacts réglementaires. Les impacts réglementaires, on est dans des pays, alors surtout en Europe, dans d'autres pays aussi, mais je crois que l'Europe concentre une bonne partie de toutes les réglementations de la planète. Il y a des domaines réglementés. En matière bancaire, il y a en France et dans d'autres pays, en Suisse par exemple, ce qu'on appelle le secret bancaire. Ça veut dire quoi le secret bancaire? Ça veut dire qu'il y a un établissement de crédit à qui vous confiez des informations qui vous concernent, de l'argent, n'importe quoi, vous doit une chose, c'est le respect du secret. C'est une obligation qui est très forte, normalement elle est même opposable à l'État. Donc c'est quand même un principe qui est très important. En matière médicale, c'est pareil. Le médecin à qui vous allez confier des informations qui vous concernent vous doit le secret sur ces informations. Alors, tout ceci, en tant que tel, est parfaitement maîtrisable dans un domaine de cloud computing, dans un projet de cloud computing. Mais là où on peut vite déraper, c'est qu'il y a des lieux sur la planète où les règles que je viens de vous décrire, par exemple en Europe, sont incompatibles. Je cite ici l'exemple du Patriot Act, je pense qu'il est assez parlant. Le Patriot Act, tout le monde sait ce que c'est une législation américaine qui a été votée par l'administration précédente, l'administration actuelle, qui est une boîte à outils législative qui permet à un certain nombre d'autorités gouvernementales américaines, notamment les autorités de renseignement, de pouvoir demander des informations à peu près sans aucune restriction. C'est très bien, ça s'applique aux États-Unis ou, on va dire, à toutes les personnes qui sont sujettes à la loi américaine. Mais demain, si vous allez héberger vos données sur des serveurs qui sont situés sur le territoire américain ou qui sont hébergés par une société qui est soumise à cette juridiction, on va se trouver dans ce qui s'appelle un conflit de loi. Si la banque à laquelle vous confiez vos données elle est soumise au secret bancaire français, si les serveurs sur lesquels vos données sont hébergées sont, eux, confiés à une société qui dépend du droit américain, eh bien cette société sera tenue de déférer à cette législation sur le Patriot Act. Donc là, il y a un sujet sur lequel il faut faire attention quand on entre dans le cloud. Il faut, je pense, faire une cartographie, essayer d'obtenir une information pour savoir où les données vont aller et à quelle loi, ce que les juristes appellent loi d'ordre public, c'est-à-dire qui s'impose même si on ne le prévoit pas ou même si on prévoit le contraire. Il faut savoir à quelle loi d'ordre public vos données pourraient éventuellement être soumises. Plus généralement, il y a une réglementation transverse qui est dans l'air du temps, c'est la protection de la vie privée. Alors là, encore une fois, en Europe, on a un arsenal législatif qui est censé garantir à chacun un niveau de protection très élevé de sa vie privée. La Commission européenne, la CNIL, l'ensemble des CNIL, si j'ose m'exprimer ainsi, européennes, ont estimé qu'il y avait sur la planète une majorité de pays qui, en matière de protection de données personnelles, n'offrent pas un niveau de protection adéquat. Vous l'aurez deviné, le premier d'entre eux, ce sont les États-Unis. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous transférez des données nominatives, des données personnelles vers ce type de pays,
la loi locale n'interdit pas aux prestataires qui recueillent ces données d'en faire un usage qui est incompatible avec nos normes européennes de respect de la vie privée. Donc ça aussi, c'est un point d'attention. Ça peut se régler. Ça peut se régler dans des contrats, c'est-à-dire qu'il faut recréer par contrat le même niveau d'obligation que celui qu'impose la réglementation, qui est la réglementation européenne. Il y a un deuxième système pour les États-Unis spécialement, vous en avez sans doute tous entendu parler, c'est ce qu'on appelle les safe harbors. C'est un système de certification sur la base du volontariat, où un certain nombre d'entreprises, donc c'est une petite centaine ou une grosse centaine, disons, prend l'engagement, mais c'est un engagement unilatéral, mais dans le droit américain, ça a la même force qu'une réglementation ici en Europe, de respecter des principes de respect de la vie privée qui sont équivalents aux standards européens. L'exemple d'une entreprise qui adhère au Safe Harbor, par exemple, c'est Microsoft. Donc on peut régler ce type de sujet. Donc sur les aspects réglementaires, je crois que la conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut faire attention à savoir dans quel périmètre de loi applicable on peut rentrer. Et ça me donne une transition vers mon dernier sujet, c'est le volet judiciaire. Alors, le volet judiciaire, bon, la loi applicable. Amazon ou Microsoft, que je viens de citer, c'est une société américaine, ils ont des clients en France, ils ont des techniciens qui font le support en Irlande, on voit bien qu'on est dans un univers qui est globalisé. Pour autant, tous les systèmes, ou pratiquement tous les systèmes juridiques au monde, disent qu'entre deux sociétés, on peut décider quel est le droit qui s'applique. On peut décider quelle est la loi du contrat. Ça veut dire, je parle des sociétés, je ne parle pas des consommateurs, des personnes physiques. Ça, c'est encore une autre logique. Mais ça veut dire qu'entre deux sociétés, je peux parfaitement dire que ce sera le droit français qui va s'appliquer dans mes contrats de cloud, ou alors mon prestataire va parfaitement pouvoir dire c'est le droit américain. Ça, c'est une question de négociation. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il vaut toujours mieux le prévoir que de ne pas le prévoir, parce que sinon, pour déterminer quel est le droit applicable si on ne l'a pas prévu dans le contrat, quand on voit ce type d'exemple, on sait qu'on va avoir des problèmes. Question, est-ce qu'il vaut mieux être dans votre droit naturel? Est-ce qu'il vaut mieux prévoir par exemple l'application du droit français, ou est-ce qu'il vaut mieux prévoir l'application du droit US? C'est une question qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. La tentation naturelle, c'est de dire, moi je suis juriste de droit français, je connais le droit français, le droit américain, il y a quand même beaucoup de différences. Je ne suis pas dans mon univers familier. Je connais le système des tribunaux en France. Bon, j'ai assez envie de prévoir droit français, compétences, tribunaux français. Petit aparté, c'est absurde de dire droit français, tribunaux américains ou droit américain, tribunaux français, mais c'est possible. On écrit absolument ce qu'on veut de ce point de vue-là dans le contrat. Évidemment, il ne faut pas demander à un tribunal d'un pays d'appliquer le droit d'un autre pays. En général, on a de mauvaises surprises. Alors, mon intérêt, comme ça, spontanément, ça serait de dire, je prévois mon droit domestique que je connais si j'arrive à l'imposer dans le cadre de ma négociation. Mais une fois que j'obtiens, à supposer que je doive poursuivre mon co-contractant, que j'obtiens une décision, ma décision, elle est exécutoire, c'est-à-dire que je peux la faire exécuter sur le territoire français. Après, il faut faire ce que les juristes appellent une exéquature, c'est-à-dire obtenir l'autorisation du tribunal du pays d'accueil d'exécuter cette décision qui n'a pas été rendue par ce tribunal. Ça marche en général bien entre les pays dits développés, mais il y a tout de même une petite limite à ce principe, c'est ce qu'on appelle les lois d'ordre public. Si moi, fort d'une décision d'un juge français, je vais aux États-Unis en lui demandant de faire exécuter cette décision contre une société qui a son siège aux États-Unis, eh bien, il faudra que je demande une autorisation d'un juge américain. Le juge américain, il ne va pas rejuger l'affaire, normalement. En revanche, il va faire une chose, il va vérifier que ma décision française n'est pas contraire aux règles d'ordre public américaines. Et là, il y a un exemple qui est extrêmement connu, c'est le cas Yahoo. Alors, ce n'est pas à proprement parler une problématique de cloud computing, mais je pense que c'est parfaitement transposable. C'est une saga judiciaire qui a commencé dans les années 2000. En France, il y a plusieurs associations de lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme qui ont assigné Yahoo pour avoir proposé en vente aux enchères des objets faisant l'apologie du Troisième Reich en particulier. Le juge français a dit, bah oui, le site il est consultable en France, donc je suis compétent.
Et deux, effectivement, il y a une réglementation en France qui dit on ne peut pas faire l'apologie de crimes de guerre ou du Troisième Reich, donc je condamne Yahoo. Bon, avec notre décision de condamnation, il faut ensuite aller aux États-Unis et la faire exécuter. Et là, c'est une autre paire de manches. Parce que le juge américain a dit quoi? Il a regardé la décision française. Je recommande à tout le monde de lire cette décision, elle est très pédagogique. Et le juge américain, le juge californien, a dit écoutez, la décision est écrite comme ça, c'est ça qui est intéressant. Écoutez, on respecte parfaitement l'histoire de la République française. On comprend très bien, compte tenu de son histoire, qu'elle ait éprouvé le besoin de dire que le fait de vendre des drapeaux du Troisième Reich, c'était une activité délictuelle ou voire criminelle. On ne remet pas du tout ça en cause. Mais nous, on a le premier amendement de la Constitution, Freedom of Speech. Ça protège de façon absolue notre liberté de parole. On considère que ce type d'activité relève du premier amendement. Et donc, on considère tout simplement que la décision française est incompatible avec l'ordre public américain. Donc, on refuse l'application de la décision française aux États-Unis. Et le juge américain ajoute, vous comprenez bien, si on incorpore aux États-Unis les lois françaises, on va faire la même chose avec les lois allemandes, avec les lois chinoises, avec les lois du Moyen-Orient, et évidemment, on ne peut pas s'en sortir. Donc, sur la question de savoir quel est le choix du droit le plus approprié à un contrat de cloud, il n'est pas absurde, dans certains cas, de se demander si on n'aurait pas intérêt à être dans le droit du pays du prestataire, parce que là, au moins, on est certain que si on obtient une décision, elle sera tout de suite exécutable. Alors, un dernier point, il me reste peu de temps, qui je pense est nouveau avec le cloud, c'est la procédure américaine. Bon, ça n'a rien à voir avec la procédure française, la procédure civile. Dans la procédure américaine, quand on commence une action judiciaire, on doit donner toute sa documentation, toute sa correspondance, toutes les preuves. En France, à peu près partout en Europe continentale, on a un système différent. Si je dis de quelqu'un qu'il commet des actes de concurrence déloyale, c'est à moi de le démontrer. Donc ce sera à moi d'apporter les preuves. En général, j'en ai pas beaucoup, donc la preuve est légère. Aux États-Unis, si j'accuse quelqu'un de concurrence déloyale, il doit venir avec toute sa documentation interne qui sera analysée par des avocats pour dire je ne vois pas de traces dans vos correspondants internes de ce type de correspondance interne, de ce type de comportement. C'est ce qu'on appelle la discovery. Maintenant que toutes ces correspondances sont informatisées, numérisées, présentes sur des serveurs, on a appelé ça la e-discovery. Je ne vous fais pas un dessin, les coûts de la procédure judiciaire aux États-Unis sont infiniment plus élevés que dans n'importe quel pays d'Europe. Un chiffre, Viacom contre Google pour YouTube, la e-discovery a coûté en honoraires d'avocat 100 millions de dollars. Juste à titre illustratif. Ça veut dire que des entreprises qui mettent leurs données dans le cloud peuvent potentiellement se retrouver sujettes à la compétence des tribunaux américains. Et si elles sont sujettes à la compétence des tribunaux et des règles de procédure américaines, vous pouvez vous retrouver embarqué dans l'e-discovery avec les coûts que ça implique pour l'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on prend ce type de décision. Alors, mon temps de parole est expiré. Pour résumer, tout prévoir dans le contrat. C'est un contrat de service, donc vous n'avez pas de régime supplétif. Deuxièmement, il faut savoir à quelle réglementation sectorielle d'ordre public vous risquez d'être soumis. J'ai pris l'exemple du Patriot Act, donc il faut essayer de savoir où vont être stockées vos données. Et troisièmement, il faut faire une vraie réflexion stratégique et non pas purement pavlovienne sur la loi qu'on va déterminer comme étant la loi du contrat.